Ceci est une histoire que mon père m'a racontée plusieurs fois. Il est un bûcheron, en particulier celui qui utilise une scie à arbre, ce qui est essentiellement une machine géante capable de couper des arbres massifs. Cela signifie qu'il passe beaucoup de temps seul dans les profondeurs de la forêt. Les tâches de mon père relatives à son travail sont très simples, mais avec un certain degré de challenge. On lui indiquait une zone où il était censé couper des arbres, il irait le faire. Il serait payé en fonction du nombre d'arbres qu'il a coupés et non du temps qu'il lui a fallu pour effectuer sa tâche. Tout ça pour dire que mon père travaillait constamment. À certaines reprises, il pouvait même faire des quarts de 16 à 20 heures. Une fois que son travail était terminé, le reste de l'équipe venait nettoyer les arbres et les expédier au moulin. Il avait l'habitude de travailler seul, mais quelquefois il travaillait avec un autre opérateur, appelé Rainey. Ils utilisaient tous les deux des radios lorsqu'ils travaillaient ensemble. Mon père et Rainey avaient été placés sur un nouveau chantier, et y avaient passé environ 10 jours, et tout se déroulait comme prévu. La seule chose qui les tracassait un peu était qu'ils entendaient constamment des bavardages étranges sur leur radio. Le son était de qualité si mauvaise qu'aucun mot ne pouvait vraiment être entendu. Alors qu'ils progressaient dans leur travail et montaient plus haut dans la montagne, les mots de la radio devenaient lentement plus audibles. Tous les deux savaient que quelque chose n'allait pas. Ils ont également commencé à trouver des conteneurs étranges partout. Cela était sans aucun doute des signes que des gens étaient venus ici. Mais personne n'aurait dû être là. Ils étaient en haut d'une montagne à plusieurs kilomètres de la plus proche route. Un jour, Rainey tomba sur une tempe et appela directement mon père. Après une investigation sommaire des lieux, ils trouvèrent un sac de couchage et un sac polochon. Ils fouillèrent dans le sac et constatèrent que ce dernier renfermait de nombreuses paires de sous-vêtements pour enfants, ainsi que de la corde, du ruban adhésif, des images esquissées d'enfants agressés, ainsi que des photographies d'enfants qui semblaient avoir été prises à leur insu. Dans la tente, il y avait également une petite quantité de nourriture qui comprenait des conserves ainsi que le reste d'une pomme. Cela prouvait que la tente avait été occupée récemment, car il n'y avait pas encore de traces de moisissure sur la dite pomme. Bref, ils étaient seuls sur la montagne, avec dans le meilleur des cas, un individu vraiment cinglé. Rainey voulut instantanément sortir de là, mais mon père insistait sur le fait qu'il devait terminer le travail. Ils décidèrent de ne pas utiliser les radios, sauf en cas d'extrême urgence. Ils étaient maintenant à portée assez proche de celui qui parlait à la radio. Cela leur permettait d'entendre des conversations entre deux hommes sur la collecte d'eau et de bois. Rien d'anormal jusque-là, à part bien sûr le fait que la tente était sans aucun doute la leur, ainsi que son inquiétant contenu. À la fin de la journée, mon père les entendit une nouvelle fois parler à la radio. Mon père essaya directement de communiquer avec eux. Et il dit quelque chose dans le style de « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? » La conversation entre les deux hommes s'arrêta brusquement, et malgré tous les efforts de mon père et Rainey, ils ne purent plus les entendre sur les ondes radio après cela. Cette nuit-là, mon père fut réveillé par Rainey, qui lui murmura de sortir son arme. La première chose que mon père entendit fut un bruit d'une chose qui se déplaçait près de lui. Mon père prit son arme, mais se rendit compte assez vite qu'il ne l'avait pas chargée, et dans la panique, il n'avait plus aucune idée de l'endroit où se trouvaient les balles. Ils entendirent un grattement sur la porte du camping-car. Le bruit continua sans que mon père ou son ami n'ose bouger. Après plusieurs minutes de grattage, mon père ne put plus le supporter et fit un signe de tête à Rainey. Ils se levèrent tranquillement et se dirigèrent vers la porte. La seconde où mon père ouvrit cette dernière, il ressentit une douleur intense à son œil droit. De son œil valide, il ne vit que le reflet de quelque chose. Un homme armé d'un couteau sauta sur mon père. Mais à peine était-il sur lui que Rainey le frappa à la tête avec sa botte. Rainey sortait hors de la remorque et parvint à éloigner l'homme de mon père. Mon père se releva avec difficulté, juste à temps pour voir le deuxième homme s'enfuir, bientôt suivi par son complice. Mon père et Rainey remontèrent dans le camion et se rendirent à l'hôpital le plus proche pour soigner les coupures de mon père, et par la suite signaler les événements à la police. Et ils ont tous les deux décidé de quitter leur emploi. 2 semaines après cet incident, alors que le reste de l'équipe forestière terminait le travail,
Le cadavre de l'un d'eux a été retrouvé dans un fossé. Il était bâillonné, ligoté, sa carcasse violée. Personne n'a jamais été condamné pour ces crimes. À ce jour, mon père voit à peine de son œil droit. Il souffre de PTSD suite à ces événements et n'a pas dormi une bonne nuit de sommeil depuis longtemps. J'aimerais commencer par me décrire, car je pense que c'est pertinent pour l'histoire. J'ai 25 ans, et comme vous pouvez l'entendre, je suis un homme. Je fais du sport 5 à 6 fois par semaine depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. Gym, course à pied, crossfit, squash, natation, bref, tout sport d'équipe que mes amis décident de faire, je le fais. Mes hobbies personnels sont l'alpinisme et la randonnée. Je viens d'acheter récemment une nouvelle paire de chaussures d'alpinisme et de haute altitude. Le plan était de les porter dans les Alpes l'été prochain durant quelques ascensions. Je vis dans une capitale européenne, entourée d'une nature magnifique, avec de nombreux sentiers qui m'offrent plusieurs possibilités de randonnée. J'ai décidé de casser mes nouvelles chaussures samedi. J'ai choisi un bel itinéraire d'environ 25 km, et j'ai décidé de partir vers 9h du matin. Il avait plu juste la veille. Alors je m'attendais à une bonne quantité de boue, et moins de gens car ils sont facilement effrayés par le mauvais temps. Comme l'été était atrocement chaud, ce fut un bon changement de température. Dans un passé pas si lointain, mon chien m'aurait certainement rejoint lors de cette randonnée. Mais bon, cette dernière a 14 ans cette année, et elle n'apprécie plus trop les longues promenades. Ma petite amie avait un assignement de dernière minute pour son travail, alors je savais que dès le réveil, je ferais la randonnée seule. La première moitié de la randonnée a été parfaite. La différence d'altitude le long du sentier est minime. J'ai à peine transpiré. Il convient de mentionner que je ne marchais pas très rapidement, et je me suis arrêté à plusieurs reprises pour prendre des photos ou étudier les traces de certains animaux. Il y a des cerfs et des sangliers dans ces bois, vous voyez, mais rien de plus menaçant. Le chemin a fini par aboutir sur une véritable route, celle où les voitures peuvent aller. Cette route est asphaltée mais pénètre profondément dans la forêt et ne peut être utilisée que pour atteindre certains points de repère qui s'y trouvent également. Donc les voitures y vont rarement. Ma piste m'obligeait à emprunter cette route sur quelques centaines de mètres. Alors que je marchais le long de cette dernière, j'ai entendu une voiture s'approcher de moi. Il est passé devant moi, pas trop vite ou trop lentement. C'est un vieux SUV vert avec une nouvelle immatriculation. C'était visible vu le degré d'usure de cette dernière. Mais quoi qu'il en soit, je n'en ai rien pensé à l'époque. Puis je l'ai entendu revenir. Il est passé devant moi pour la deuxième fois. Maintenant, très lentement. Je pouvais clairement voir deux hommes assis sur le siège avant, portant des casquettes de baseball et des lunettes de soleil. J'ai supposé qu'ils étaient des gardes forestiers, même si ces voitures ont d'habitude une crête sur le capot et sur les deux portes avant. Comme je fais de la randonnée assez fréquemment, je connais ces choses, vous voyez. Je les vois un peu partout. Je n'ai ressenti aucune gêne, et encore une fois, cela ne m'a pas trop inquiété. Mon sentier a fini par quitter la route, et a recommencé à serpenter dans les bois. Je marchais sereinement, regardant les arbres et admirant le paysage. Puis j'ai soudain eu ce sentiment étrange que quelque chose ou quelqu'un était derrière moi. Un son de moteur se faisait légèrement entendre. À ce stade, le sentier est assez étroit, mais si pour une raison quelconque vous vouliez conduire en voiture, vous le pouviez. Maintenant, quand je me suis retourné, le SUV était essentiellement à quelques mètres de moi. J'ai regardé le chauffeur qui semblait me dévisager. Je ne peux que le supposer car il portait encore ses lunettes de soleil. Je lui ai demandé... Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Si tu veux passer, je peux me tasser un peu sur le côté. Il n'a pas parlé. Il a lentement commencé à reculer, puis a disparu derrière une petite courbe. Maintenant, j'étais assez mal à l'aise. J'ai également remarqué qu'il était seul dans la voiture, contrairement à tout à l'heure. J'ai commencé à écouter attentivement sans bouger, car je n'étais pas sûr de ce qui se passait. Je tiens à préciser qu'à ce stade, je n'avais pas peur, mais j'avais un léger sentiment de malaise, et des mauvaises pensées ont commencé à se rassembler dans le fond de mon esprit. J'ai entendu la voiture, et le moteur s'arrêtait juste derrière la courbe. J'ai entendu une porte s'ouvrir et se fermer, mais rien après cela. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers ma destination, à un rythme beaucoup plus soutenu cette fois-ci.
Maintenant, je commençais réellement à avoir peur. Je ne comprenais pas pourquoi il ne m'avait pas répondu, et pourquoi il était simplement parti sans dire un mot. Je ne savais pas trop quoi en penser. Je marchais depuis un bon moment, suffisamment pour que ces pensées désagréables aient lentement commencé à s'effacer de mon esprit. Je buvais beaucoup d'eau comme d'habitude, mais j'ai dû m'arrêter pour perdre un peu de poids. J'avais vu un endroit parfait, un chemin très étroit hors du sentier qui menait à une petite tour de chasse. Je me suis dirigé vers la tour, posant mon sac et commençant à pisser. J'ai également décidé de vérifier Google Maps pour voir où j'étais. Mais comme il n'y avait pas de signal, j'ai décidé de vérifier ma carte. Juste avant de revenir sur la piste principale, j'ai remarqué à quel point c'était extrêmement calme. Pas de vent, pas de bruit d'aucune sorte, absolument rien. Cela m'a fait réaliser à quel point j'étais seul, sauf pour un homme qui se tenait à environ 50 mètres de moi sur le sentier. Il était dans la direction où je me dirigeais. Je l'ai regardé, et j'ai senti un frisson parcourir chacun de mes membres. Il avait des vêtements tactiques, avec un chapeau de baseball sur la tête. Je spéculais que la seule raison pour laquelle il se tenait là immobile était due au fait que j'étais apparu à un endroit où il ne s'attendait pas à voir quelqu'un. À ce stade, j'étais complètement alarmé. Il tenait un fusil de chasse. Si cela s'était produit sans l'incident avec les SUV, j'aurais probablement marché le long du sentier pensant qu'il était un chasseur. Cependant, la lumière de l'étrange rencontre avec le SUV et le fait que le deuxième homme était absent, quelque chose en moi s'est activé instantanément. Il ne me fallut que 2 secondes pour élaborer mon plan. J'allais sprinter à travers les bois jusqu'à temps que je sois épuisé. S'il n'y avait aucune intention malveillante de la part de cet homme ou de l'autre, il penserait simplement que je suis un idiot et m'oublierait en 2 minutes. Mais par contre, si j'avais raison, ce serait le meilleur choix que je n'aurais jamais fait de ma vie. À peine je commençais à courir qu'il a commencé à courir à ma suite. L'adrénaline se répandait dans mon corps et j'ai commencé à sprinter. J'ai sprinté devant la tour de chasse et profondément dans les buissons. Je ne ménageais pas mes jambes. J'ai percuté des branches de petits arbres et j'ai glissé à plusieurs reprises. J'ai vraiment sprinté jusqu'à ce que je sois épuisé. Je ne sais même pas durant combien de kilomètres j'ai couru. Mon pouls battait la chamade. J'ai commencé à vérifier mon téléphone pour voir si j'avais un signal, mais rien, même pas une barre. J'étais en colère contre moi-même de ne pas avoir mémorisé sa plaque d'immatriculation. Après un certain temps, j'ai commencé à marcher, mais toujours hors piste, tout droit dans une direction qui, je le savais, me conduirait tôt ou tard hors des bois. Enfin, j'ai atteint un sentier qui menait directement à une jolie petite ville qui borde cette assez grande forêt. Cela m'a semblé prendre une éternité, mais j'ai parcouru le dernier kilomètre jusqu'à la route principale. J'ai enlevé mon pull et je l'ai mis dans mon sac. Au moins, comme ça, j'aurais l'air un peu différent, de loin du moins. J'ai attendu un bus qui m'a ramené à une station près de ma voiture. J'étais anxieux. Après le trajet en bus au cours duquel j'ai étudié chaque voiture sur la route, je suis retourné à ma voiture et je suis rentré chez moi. Mon chien m'a accueilli comme si je revenais d'un déploiement de 2 ans. Les chiens sont tout simplement incroyables. Elle a dû sentir que quelque chose m'avait secoué. J'ai passé l'après-midi à contempler ma vie. Mes bottes ont détruit mes pieds. Mais bon, elles n'étaient pas destinées pour sprinter sur de longues périodes. J'ai appelé le bureau des gardes forestiers. J'ai demandé s'il y avait des voitures en service qui ressemblaient à celles que j'avais vues. Leurs gardes forestiers ne travaillent généralement pas en binôme. 99,9% du temps, ils sont seuls. Je leur ai raconté mon histoire, et ils m'ont pris beaucoup plus au sérieux que je l'aurais cru. Mais ils m'ont assuré que la police ne ferait rien. De toute façon, personne n'aurait pu chasser légalement dans la région, surtout l'été. J'ai feuilleté les nouvelles locales, mais rien d'extraordinaire n'a été rapporté. J'espère vraiment que rien n'arrivera. Messieurs dans la forêt, je ne veux jamais vous revoir. Je vis dans le nord-ouest, dans une petite ville, à environ 1 heure de Seattle. Vraiment près de chez moi se trouve une énorme forêt. Pour mon anniversaire, mon père m'a suggéré d'aller faire une randonnée dans cette forêt. J'étais un peu mal à l'aise au début, car cette forêt a une histoire. Il y a des affaires illégales ici, et la majorité d'entre elles ont lieu dans cette forêt. Pour aggraver les choses, la forêt est utilisée comme dépotoir, ainsi que comme site d'exécution pour commettre des meurtres. Les meurtres ne dépassent pas vraiment les 3 ou 4 par année par contre.
Les assassinats qui se produisent dans la forêt sont généralement liés au monde de la drogue, tandis que les corps qui y sont jetés varient de provenance. Il y a également un centre correctionnel à sécurité minimale au sud de la forêt. Donc, un week-end au début du printemps, je suis allé faire une randonnée d'une journée avec mon père. Comment mon père a-t-il réussi à me convaincre que nous ne courions aucun danger? Il m'a simplement dit que la forêt était immense. Et par le même fait, les probabilités étaient extrêmement faibles d'avoir une rencontre de mauvais goût. Je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai cru, mais passons. C'était une journée pluvieuse, et nous savions qu'il n'y aurait pas beaucoup de circulation piétonne ou automobile, ce qui était bien. Nous avons commencé notre randonnée dans la partie sud-est, commençant par une zone moins boisée, mais après le premier kilomètre, nous avons commencé à entrer dans la partie dense de la forêt. Il n'y avait pas grand-chose à voir, et c'était terriblement boueux. Je n'avais pas grand-chose pour me distraire outre le bruit de mes propres pas. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit derrière moi. J'ai prêté l'oreille, et c'était définitivement des bruits de pas humains. Je doutais un peu du fait que ce soit des randonneurs, au vu de la météo. J'étais mal à l'aise, mais aussi armé d'un couteau de chasse. Après quelques kilomètres de randonnée, j'ai commencé à entendre des voix lointaines. Une seule pensée m'animait. Si je ne les dérange pas, ils ne me dérangeront pas. J'ai donc essayé de faire omission du bruit. En marchant, nous avons passé un plan d'eau apparemment immobile sur notre gauche. C'était étrange. Il se connectait à un ruisseau des deux côtés, mais il était tout de même grand et immobile, comme un étang. De plus, j'avais beau regarder, il ne semblait n'y avoir aucune vie. Pas de poissons, presque aucune plante, sauf quelques algues brunes et l'herbe jaune. À notre droite, la forêt était ridiculement dense. Il y avait certes quelques sentiers, mais ils disparaissaient en quelques mètres à peine. Tout cela était certes un peu bizarre, mais bon. Nous avons continué de marcher jusqu'à une petite cascade à environ 100 mètres. Mon père était occupé à prendre des photos. Alors j'ai arpenté la zone, et je me suis retourné pour regarder un des sentiers. Et c'est là que je l'ai vu. Au loin, il y avait un homme grand, décharné dans des vêtements d'apparence en lambeaux. Ce dernier bondit à côté du sentier, et s'enfonça par la suite dans un autre sentier de l'autre côté. C'était si rapide que je n'ai même pas eu le temps de réagir. Je l'ai vu un instant, et l'autre il était parti dans les arbres. Mon père a décidé à ce moment-là que c'était le moment où nous devrions partir. Alors que nous nous dirigeons vers la sortie, nous avons remarqué quelque chose sur le chemin de retour. Il y avait plusieurs vêtements en lambeaux. En nous approchant de plus près de l'un d'eux, nous avons remarqué que certains avaient de grosses taches de sang. Nous ne nous sommes pas fait prier, et avons déguerpi le plus vite possible. Cet homme était-il blessé? Ou pire, avait-il blessé quelqu'un? Je ne saurai probablement jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Et honnêtement, je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Je n'ai jamais posté sur Reddit, mais je suis devenu obsédé par cette communauté, et je voulais partager mon histoire. Je ne vais pas utiliser de nom pour des raisons de confidentialité. Je dirais par contre que ma mère est un parent handicapé et a du mal à se déplacer. Cela s'est produit en 2016, le soir de la veille de Noël. Nous venions de rentrer de mes sœurs et nous étions assis dans la voiture. Et il faisait assez froid. Gardez cela à l'esprit. Notez également que nous avions un tas de chats à la maison. Bref, nous venons d'arriver devant l'entrée de notre garage, et nous commençons à entendre des bruissements. On a tout de suite associé les bruits aux chats qui se déplaçaient, et nous n'avons donc pas relevé le bruit. Mais à peine quelques instants plus tard, nous l'avons entendu à nouveau. Ma mère a juste levé les yeux, et il y avait là devant elle un homme chauve dans un débardeur et un short de femme. Nous avons tous deux ressenti une sorte de gêne à cause de son choix de vêtements. Il faisait très froid et il était en tenue d'été. C'était très bizarre. Ma mère a descendu sa vitre et lui a crié de partir. À noter que ce dernier était à peine 1 mètre de notre voiture. Malheureusement, les cris de ma mère ne l'ont pas vraiment intimidé. Il a continué à rester là et à nous regarder. Ma mère a décidé d'essayer de lui faire peur, lui disant qu'elle avait une arme à feu et qu'elle lui ferait exploser le crâne s'il ne partait pas de notre entrée de garage. Bon, elle n'avait pas vraiment son arme à feu sur elle, mais l'homme n'avait aucun moyen d'en être sûr. Il a levé les mains,
mais a tout de même continué de se rapprocher de notre véhicule. C'est alors que ma mère m'a lancé son téléphone et m'a dit de composer le 911. J'ai dit au répartiteur tout ce qui se passait, et cette dernière m'a promis qu'elle envoyait une patrouille directement. Voyant que l'homme continuait d'avancer, ma mère essayait de le faire tomber avec sa voiture. Mais en voyant ça, ce dernier s'est caché sous le perron, un endroit où notre voiture ne pouvait pas passer à cause de l'espace restreint. Enfin, après ce qui nous a semblé être près d'une demi-heure, les flics se sont finalement présentés. Le pire dans tout ça, c'est que la station n'était à même pas 5 minutes de ma maison. Je n'arrête pas de penser, et si cet homme avait essayé quelque chose? S'il n'avait pas couru, je n'aurais pas pensé qu'il avait des mauvaises intentions. Mais dès qu'il a entendu les sirènes de la police, il s'est mis à courir. La police est restée pendant quelques temps. Ils ont cherché partout, mais sont finalement revenus les mains vides. Autant dire que ma mère et moi n'avons pas dormi cette nuit-là. Et j'ai même fini par ouvrir les cadeaux de Noël par crainte qu'ils ne reviennent. La raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est que la police a émis la thèse qu'ils voulaient peut-être voler les cadeaux qui étaient dans la voiture. Mais bon, nous ne le saurons vraiment jamais. La partie la plus effrayante dans tout ça, c'est lorsque, quelques mois plus tard, nous avons vu un reportage spécial. L'homme en question était en cavale et était recherché pour agression. Qui sait ce qu'il aurait pu faire à moi et à ma mère? Donc, pour le détenu évadé qui a fait peur à ma mère et à moi, j'espère que nous ne nous reverrons jamais. Cela s'est produit il y a quelques années, alors que j'étais encore dans ma ville natale. Je me promenais tard le soir, ce qui était assez courant, et je me sentais toujours relativement en sécurité. Mes promenades m'emmenaient souvent dans toute la ville, bien que les endroits que j'aimais particulièrement étaient un parc que nous avions au bord de la rivière. Ce dernier était connu comme un lieu de rencontre pour les cinglés et les drogués, mais pour mon cas j'y suis allé beaucoup de fois, et je n'en ai jamais rencontré. Bref, comme je le disais, je suis retourné là-bas pour profiter de l'air frais de la rivière. La marche vers le parc lui-même s'est déroulée sans incident. Je vais donc en profiter pour parler de l'anatomie du parc lui-même. Quelque chose de vital pour réaliser l'ampleur du problème. Le parc était non clôturé et facile d'accès, ouvert au public. Et en regardant du parc lui-même, vous pouviez voir une ouverture sur la plage et la rivière le long de celui-ci. Il devait y avoir une ouverture, car la plage était un peu en retrait. Il fallait marcher avec un pas modéré en bas du béton soutenant le parc lui-même, juste pour monter sur le sable. Et loin de cette ouverture, la disparité entre les marches en béton et la plage était si longue qu'il fallait des clôtures pour empêcher les gens de tomber et de se blesser. Fondamentalement, la seule chose qui vous séparait de la chute était soit une clôture ou une ligne d'arbres majeure. Je marchais dans le parc. Il n'y avait personne autour, et c'était absolument silencieux, jusqu'à ce que j'entende le bruit de ce qui semblait être un hibou. J'étais surpris car les hiboux étaient rares dans ces régions, et surtout à cette période de l'année. Mais bon, au début je l'ai ignoré et j'ai continué de marcher. Alors que je serpentais en me rapprochant de l'endroit où ça sonnait, j'ai remarqué deux choses. Le bruit sonnait comme si elle était souffrante, et qu'elle était sur le sol. Je m'inquiétais vraiment pour cela, et je voulais l'aider. Alors j'ai commencé à me diriger vers le bruit. À ce moment-là, j'ai eu comme un frisson bizarre qui m'a grimpé le long de ma colonne vertébrale. Bien que, à ce moment-là, je ne pouvais pas dire pourquoi. À mesure que je me rapprochais, et le son devenait de plus en plus fort, et plus empreint de douleur. Je continuais de marcher plus près, et je l'entendais juste derrière la lisière des arbres, après le point de chute. Pour vous imaginer un peu la disposition du parc, n'importe où après la limite des arbres a conduit à une goutte qui n'était qu'une mince ligne de terre vous séparant de l'eau. Comme une sorte de gorge. Si vous sautiez, vous étiez relativement coincé, parce que vous ne pouviez pas avancer dans l'eau. Et tout ça c'est sans parler de la remontée qui était cauchemardesque due à toutes les racines des arbres qui vous obligeaient à suivre un chemin extrêmement étroit lors de la remontée. Le bruit était juste derrière le point de chute. Donc même en me rapprochant, je ne pouvais pas le voir. Le bruit a continué, et je me suis placé juste devant les arbres. Je pouvais l'entendre juste sous moi. Tout ce que j'avais à faire était de sauter vers le bas, et je le verrais.
Mais je ne l'ai pas fait. Ce sentiment étrange m'avait repris et continuait d'augmenter de plus en plus. À mesure que je me rapprochais, et mon cerveau conscient a finalement compris pourquoi, j'ai commencé à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cela sonna de nouveau, encore et encore. Et j'ai finalement compris pourquoi je me sentais si effrayé, et pourquoi mon cerveau subconscient m'écriait de m'enfuir. Ce n'était pas un hibou, c'était un enregistrement d'un hibou blessé, par terre, attendant que quelqu'un vienne avec l'intention de l'aider, passer une ligne d'arbres obscurcissant leur vision, passer un point de chute dont personne ne pouvait remonter, et sur un chemin d'où on ne pouvait pas courir, où quelqu'un, n'importe qui pourrait attendre. C'était un leurre destiné à conduire quelqu'un dans un piège. J'ai senti un frisson parcourir mon échine, et je me suis senti surveillé sur le coup. Je me suis immédiatement retourné et j'ai commencé à marcher vite, en prenant la sortie la plus proche du parc. Tout le long du chemin de retour, je vérifiais constamment pour voir si j'étais suivi. Autant dire que je suis resté réveillé toute la nuit, complètement paranoïaque, et en regardant par toutes les fenêtres pour être sûr que personne ne m'avait suivi. La nuit suivante, je suis retourné avec le téléphone portable de ma sœur avec l'intention d'appeler la police et de le signaler si j'entendais à nouveau ce bruit. Mais il n'y avait plus aucun bruit, et après une inspection plus approfondie, personne ne semblait attendre. J'ai gardé un œil sur les journaux un peu après cela aussi. C'était pour vérifier si quelqu'un d'autre rapportait des événements similaires, ou Dieu nous en préserve, si quelqu'un s'est blessé dans un incident similaire, mais je n'ai jamais rien lu là-dessus. C'est la fin de mon histoire, et depuis lors de mes promenades nocturnes, je porte toujours une arme sur moi pour me défendre, et je fais toujours confiance à mon instinct. Peu de gens ont la malchance d'avoir plusieurs expériences sur lesquelles ils peuvent vraiment écrire. Et je pensais avoir eu ma juste part d'expériences effrayantes. Hier soir, c'est arrivé. Donc, pour le contexte, j'ai récemment, au cours des derniers mois, déménagé à New York. Et après le premier mois là-bas, j'avais décidé de commencer à prendre le bus. Je pensais que ce serait moins cher que de payer le gaz tout le temps. Tout cela s'est produit lorsque j'attendais à l'arrêt de bus après le travail. Ce type que je supposais être un sans-abri, à cause de son apparence, attendait également le bus. Il m'a demandé si j'avais de la monnaie, et je lui ai répondu que non. Ce qui était vrai d'ailleurs. Cela a semblé le mettre en colère pour une raison quelconque. À plusieurs reprises, je l'ai surpris en train de me lancer un regard noir, et c'était suffisant pour me mettre sur le qui-vive. Mais au final, le bus est arrivé, alors j'ai été un peu soulagé. Je suis monté dans le bus et j'ai payé avec ma carte prépayée. J'ai ensuite pris place sur la banquette arrière. Le bus était assez bondé et bruyant, alors j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à écouter un podcast. Bientôt, le sans-abri effrayant est sorti de ma tête. Le bus s'est garé dans la station de transfert et j'ai pris un autre bus. Une fois encore, je me suis assis à l'arrière, comme je le fais toujours. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le sans-abri était également monté à bord. Ça m'a empli d'anxiété, mais je ne pouvais pas croire qu'il me suivait, et je pensais vraiment que c'était juste une coïncidence qu'il reprenne le même bus que moi. Donc, encore une fois, j'ai vraiment essayé de le garder hors de mon esprit, ce qui a finalement fonctionné. Je suis descendu de mon bus et j'ai commencé à rentrer à la maison, mes écouteurs toujours sur les oreilles. J'ai marché jusqu'à ma maison et j'ai ouvert la porte. Mon chien Lily m'a accueilli comme elle l'a toujours fait. Mais c'est alors que les choses sont redevenues vraiment effrayantes. Lily s'est mise à aboyer, ce qu'elle ne fait jamais, et elle regardait la fenêtre au-dessus de mon évier de cuisine. C'est encore ce putain de connard de sans-abri. On aurait dit qu'il jouait avec la fenêtre, essayant de l'ouvrir. J'ai couru dehors, Lily en laisse aboyant sur l'homme et tirant contre la laisse. Je lui ai crié de partir, sans quoi je perdrais accidentellement ma prise sur la laisse de Lily. Il a rapidement compris,
et s'est éclipsé en vitesse. Je ne l'ai plus revu, même pas à l'arrêt de bus. J'ai envisagé d'appeler la police, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à leur dire. Bref, j'espère ne jamais le revoir. J'étais dans la début vingtaine, et je vivais seul. À côté de mon appartement se trouvait un appartement similaire que le propriétaire louait comme un appartement d'appareillage. Un jour, il y a eu une panne de courant dans tout le bâtiment. J'ai donc appelé le propriétaire, et il me dit directement qu'il était en route. Environ 10 minutes plus tard, je l'entendais dans la cage d'escalier, et j'ai décidé de l'aider avec un peu de lumière pendant qu'il travaillait. Alors que je tenais une lampe de poche pour l'aider, deux gars que je n'avais jamais rencontrés auparavant, ces derniers devaient être dans la quarantaine. Bientôt, le type aux cheveux noirs a commencé à me poser des questions bizarres. Du genre, est-ce que tu es assez vieux pour conduire? Est-ce que tu as une petite amie? Juste des questions bizarres et aléatoires. Son collègue a essayé de le faire taire, et il s'est finalement arrêté. Le propriétaire décida finalement d'appeler un électricien, car il ne pouvait pas résoudre le problème lui-même. Et moi, juste pour être gentil, j'ai donné des bougies aux deux gars, pour qu'ils n'aient pas à rester dans le noir jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Ils étaient assez reconnaissants. Surtout le gars aux cheveux noirs. Ce dernier a insisté pour me donner des friandises en guise de remerciement. Quelques semaines ont passé et je m'étais préparé à sortir en boîte avec ma petite amie. J'avais déjà ma veste pour partir, mais à ce moment-là, ma sonnette retentit. Je suis allé ouvrir la porte et il y avait de nouveau cet étrange type aux cheveux noirs. J'ai été surpris. Il m'a dit qu'il travaillait à nouveau dans la région et qu'il restait à côté. Ce dernier voulait me donner des bonbons pour me remercier. Encore une fois, je pouvais clairement sentir qu'il avait bu. Je lui dis merci, quelque peu décontenancé. Je pris ses bonbons et je me retournais pour les mettre juste à côté de ma porte. Ce dernier prit cette occasion pour rentrer dans mon appartement. Autant dire que j'étais extrêmement choqué. Et je l'ai rapidement expulsé aussi poliment que possible. Et je lui ai dit que je devais partir maintenant parce que ma petite amie m'attendait. Je suis descendu rapidement quelques minutes plus tard, et je l'entendis murmurer quelque chose. Il faisait très sombre dehors. Je marchais jusqu'à ma voiture, qui était malheureusement dans un espace du stationnement très sombre à côté du bâtiment. Alors que je descendais prudemment la petite colline jusqu'à ma voiture dans les chaussures les plus glissantes de ma vie, j'entendis soudain la neige craquer derrière moi. Je me retournai et vis la silhouette du gars aux cheveux noirs. Je paniquais et je commençais à courir vers ma voiture tout en essayant de récupérer les clés dans mes poches. Enfin, je finis par les sortir en tremblant et évidemment, j'ai glissé et tombé par terre. Ce dernier se rapprochait encore. Je me relevai et je continuais de courir. Il était juste derrière moi en train de parler et de se rapprocher. J'arrivais finalement à ma voiture. Et je tremblais tellement que je laissais échapper mes stupides clés. Oui, comme dans un petit foutu film d'horreur ringard. Je les ramassai le plus rapidement possible, et je finis par réussir à rentrer dans ma voiture, sautant dedans et claquant immédiatement les serrures de la porte. Je me calmais un peu. Je regardais dans les miroirs et je ne le voyais nulle part. J'ai commencé à reculer, et le gars est sorti soudainement de nulle part, et a commencé à tirer sur ma portière, tout en hurlant quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. J'accélérais et il finit par lâcher prise. Je sortis de mon stationnement sans regarder derrière moi. Et je sais que ça va sonner un peu anticlimatique, mais c'est à peu près là où l'histoire se termine. J'ai parlé avec ma petite amie, à mes voisins et à mon propriétaire. Je ne sais pas ce que mon propriétaire a fait, mais je n'ai plus jamais revu le type. Il a également fait installer de grandes lumières pour le parking, mais peu de temps après j'ai déménagé. Je ne sais pas exactement quelles étaient ses intentions, mais je suis content de ne pas l'avoir découvert. Je lisais certaines de vos histoires à ma petite amie, et je lui disais la chance que j'avais de n'avoir rien vécu de tel. Mais c'est alors que cette dernière m'a rappelé un incident assez flippant qui m'est déjà arrivé. Pour un peu de contexte, il y a quelques années, j'ai été me faire enlever mes amygdales, et je dois mentionner que j'étais dans la trentaine. Je pensais que ce serait assez rapide comme guérison, étant donné qu'à chaque fois que j'en entendais parler de quelqu'un qui se faisait enlever ses amygdales, ce dernier guérissait assez rapidement.
Mélangeant ce que j'ai appris de la télévision, de mes amis et d'internet, j'ai anticipé que tout se passerait bien. Je vivrais juste avec de la crème glacée et de la purée de pommes de terre, et bien sûr je regarderai beaucoup de Netflix. Ça ne s'est pas super bien passé. Je me suis retrouvé aux urgences à 3 heures du matin, 7 jours après ma chirurgie avec du sang dans la gorge, et la pire douleur que j'ai jamais eue. Pour ne plus dire, ce fut une très mauvaise nuit, aggravée un peu par le fait que j'étais seul. Mais j'essayais de faire le mec qui ne ressentait pas la douleur malgré tout. Vous savez, l'ego et tout ça. Après avoir été trié, admis dans une pièce, j'ai essayé de me mettre à l'aise et d'allumer la télé. La chambre était assez grande. J'ai fait le tour des chaînes et trouvé quelque chose que je voulais regarder. Et j'ai décidé d'envoyer un texto à mon patron pour lui faire savoir que je ne serais probablement pas là le lendemain. J'ai fouillé dans ma poche pour sortir mon portable. Et je l'ai trouvé. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai réalisé qu'il y avait un homme dans ma chambre. J'ai tout de suite su que ce type n'était pas sain d'esprit. Il était assez jeune, vêtu d'un t-shirt sale et d'un short kaki. Il me fixait là sans bouger ou cligner des yeux. « Bonjour. Est-ce que je peux t'aider ?» L'homme a continué à me regarder et n'a rien dit. « Je ne pense pas que tu es censé être ici. » Il ne dit rien mais commença à avancer lentement vers mon lit. Mon cœur battait la chamade, et je pensais que ma dernière heure avait sonné. On allait me retrouver mort aux urgences. Quelle belle ironie. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit ensuite. Seulement que ça ressemblait à « Tu n'es pas censé être ici. S'il te plaît pas. » Mais il a continué à avancer. Il était à peine quelques pas de mon lit quand 3 flics se sont précipités dans la pièce. Les 3 policiers ont mis leurs mains devant eux, défensivement, mais ils ont utilisé un ton de voix très poli et apaisant. Ils lui ont dit qu'il était dans la mauvaise chambre, et que son ami l'attendait dans une autre pièce. Ils ont, par je ne sais quel miracle, réussi à le faire sortir sans même avoir à le toucher. D'une manière ou d'une autre, ce qu'ils ont dit ont réussi à l'amadouer, et au final ils ont fermé la porte derrière eux. C'était surréaliste. J'aurais presque pu penser que j'imaginais le tout, sauf que quelques minutes plus tard, le médecin est venu me voir et s'est immédiatement excusé pour mon visiteur surprise. Être dans un hôpital est vraiment là où nous sommes le plus vulnérables, et je n'avais jusque-là pas réalisé à quel point nous pouvions être exposés dans ce genre de situation. Il ne s'est rien passé, mais qui sait ce qui aurait pu se passer dans ces minutes où nous étions seuls ensemble. Quoi qu'il en soit, j'y ai vécu pour voir un autre jour. Mais, mec bizarre à l'hôpital, j'espère qu'on ne se reverra pas. Donc, pour vous donner un peu de contexte, il y a quelques années j'ai commencé à souffrir de nombreux problèmes d'estomac. 4 ans plus tard, il s'avère que j'ai un ulcère. Quoi qu'il en soit. L'été dernier, j'ai dû passer une nuit à l'hôpital pour y faire des tests, et malheureusement, l'hôpital n'est pas dans ma ville. Alors, ma petite amie m'a proposé de me conduire là-bas. Nous sommes arrivés assez tard, probablement vers 21h. Et quand je suis arrivé à l'infirmerie, on m'a dit que ma petite amie ne pouvait pas rester dans la chambre avec moi. Je n'aimais pas vraiment l'idée de rester seul, principalement parce que je déteste les hôpitaux. Alors, elle a proposé de rester jusqu'à temps qu'ils la mettent dehors. Nous avons fini par nous endormir, et nous avons été réveillés vers 6h du matin par l'une des infirmières. Cette dernière m'informa que ma petite amie devait partir, car l'infirmière en chef serait bientôt là pour faire sa tournée matinale, et je n'aurais pas dû avoir de visiteurs dans ma chambre de toute façon. C'est alors que ma copine m'a proposé de descendre quelques heures dans sa voiture pour dormir davantage. De toute manière, une fois les tests terminés, ils me laisseront partir. C'est là que c'est devenu bizarre. Environ 5 minutes après son départ, ce gars entre dans ma chambre et s'assoit. Il me dit que les infirmières lui ont demandé de venir ici. Je sais que cela semble stupide, mais j'étais tellement sous le choc pendant quelques minutes que je l'ai en quelque sorte cru. Mais après le choc initial, j'ai commencé à le questionner davantage. Mais sa réponse restait la même. Il répétait en boucle qu'on lui avait demandé de s'asseoir ici. À ce moment-là, mon instinct entre en jeu. Ce type n'était pas net. Je me suis levé et j'ai couru dans la salle de bain avec mon téléphone. Ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas couru dans le couloir. Je le répète, je ne m'en sors pas bien dans ce genre de situation. Pendant que je me cachais aux toilettes, j'ai appelé ma petite amie. Elle est assez protectrice vis-à-vis de moi. Pour mettre un peu de contexte dans notre relation, disons juste qu'elle joue au rugby.
et elle est beaucoup plus grande que moi. De ce fait, les rôles généraux sont quelque peu inversés. Mais bref, je lui ai dit ce qui s'est passé, et elle m'a dit qu'elle serait dans ma chambre sous peu. J'entendais le gars crier. Il me demandait des choses du genre « Quel est ton nom, jeune homme? Quel âge as-tu? » Heureusement, j'entendis ma petite amie revenir dans la chambre et demander au gars qui il était. Ça l'a fait sursauter, car il s'est enfui directement dans le couloir. Quand je suis sorti de la salle de bain, j'ai remarqué que ma petite amie avait un regard horrifié sur son visage. Une chose que j'aurais dû également mentionner, c'est que je porte en général des contacts, mais je les avais retirés avant de m'endormir. Donc, entre ne pas avoir la pleine vue et dans mon état de panique, je n'avais pas remarqué que les mains, les pieds, les vêtements, bref, le mot complet était couvert de sang. Ces derniers avaient laissé des traînées de sang partout, sur le sol, le mur et sur la chaise sur laquelle il était assis. Je suis descendu dans le couloir jusqu'au poste des infirmières, toujours un peu sous le choc, et j'ai expliqué du mieux que je pouvais ce qui s'était passé. Directement, quelqu'un est venu nettoyer les gâchis, mais encore une fois, ils ont demandé à ma petite amie de partir, ce qui l'a fortement contrarié. Les infirmières essayaient clairement de me garder calme. Je savais que quelque chose n'allait pas à ce stade. Je me suis rendu compte que le mec bizarre surveillait de près ma chambre. À peine ma petite amie était partie que l'homme est entré à l'intérieur. Heureusement, l'infirmière était présente cette fois-ci, et elle lui a demandé d'une voix très ferme de partir. Au début, les infirmières ne m'avaient pas trop pris au sérieux, mais ils ont finalement remarqué qu'avoir un homme ensanglanté essayait continuellement de pénétrer dans ma chambre me secouait bien plus que le fait d'avoir ma petite amie dans la pièce. Et ils lui ont finalement permis de rester avec moi dans la pièce. Avoir plusieurs personnes dans la pièce dissuaderait probablement le mec bizarre de rentrer. Cela s'est avéré vrai d'ailleurs, parce que le reste de la matinée, le gars a continué de passer devant ma chambre en essayant de regarder si ma partenaire était toujours là. Il a finalement abandonné, ou a été envoyé ailleurs. J'ai terminé mes tests et j'ai pu rentrer chez moi. Les infirmières ont essayé de me dire que le gars avait un trouble mental, ce qui était la raison pour laquelle il était à l'hôpital. Quoi qu'il en soit, ce qui m'inquiète le plus, c'est que le gars surveillait définitivement ma chambre, parce qu'à chaque fois que j'étais seul, il venait tout de suite. Donc, tout ça pour dire, mec ensanglanté à l'hôpital, je ne sais pas ce que tu voulais, mais je ne veux pas te revoir. Cela s'est produit il y a environ 7 ans et demi, quand j'avais 13 ans. Ma grand-mère était à l'hôpital pour une pneumonie. Au moment où ma famille est arrivée, nous étions déjà une bonne douzaine. Ouais, c'est beaucoup. Mais 5 des 8 enfants étaient là avec leur famille. Après un petit moment passé avec elle, les infirmières nous ont dit que nous devions partir pour qu'ils puissent lui donner quelques transfusions. À l'époque, nous ne savions pas qu'il y avait une salle d'attente à l'étage. Alors mon oncle nous a suggéré de descendre au premier étage pour nous asseoir dans la salle d'attente. Nous avons dû prendre 2 ascenseurs séparés, car nous étions trop nombreux. Une fois arrivés là-bas, nous avons vu 2 infirmières se cacher derrière une porte. Quand nous leur avons demandé ce qui n'allait pas, elles n'ont rien dit. Nous sommes donc entrés. Il était environ 14 heures un dimanche, mais il n'y avait personne à l'intérieur, et les lumières étaient éteintes. Oui, rétrospectivement, nous aurions dû repartir. Mais bon, comme tout le monde dans les films d'horreur, nous n'avons pas vraiment pensé que c'était bizarre. Nous avons retrouvé le reste de la famille, et c'est alors que nous avons remarqué 2 autres gars. Le premier homme était assis avec ses mains derrière son dos. Le second se tenait derrière lui, tenant ses poignets ensemble. L'homme attaché me toisait du regard, et après environ 10 minutes, une 3e personne en uniforme de sécurité de l'hôpital est venue demander si nous avions vu quelque chose. Visiblement confus, nous avons dit non. Il nous a dit que nous devions partir. Nous sommes remontés au 4e étage et nous avons trouvé la bonne salle d'attente. Il était juste à côté de la salle psychiatrique avec un panneau indiquant qu'il fallait rester à l'écart de cette zone, car il y avait un risque élevé de fuite. Maintenant, vous pensez peut-être que ce qui fait si peur dans cette histoire, c'est le fait qu'un gars bizarre regarde un jeune garçon de 13 ans. Un peu plus tard, nous avons découvert ce qui s'était vraiment passé. L'homme assis avec ses mains retenues est un drogué à la recherche d'une solution rapide. Il était rentré dans l'hôpital et on lui avait dit qu'il ne pouvait pas obtenir de médicaments sans raison médicale.
Il a donc sorti un couteau et a poignardé la réceptionniste. Pourquoi nous avons été autorisés à entrer dans cette zone avec cet homme alors que l'hôpital était censé être en lockdown? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas non plus où était la police pendant toute cette situation. Cette histoire a au moins une sorte de fin heureuse pour la réceptionniste. Il y a environ 2 ans, cet incident a été évoqué lors d'une réunion familiale. Mon cousin a dit que la femme avait survécu. Elle ne travaille plus pour l'hôpital, mais malgré tout, elle a réussi à se trouver un travail comme secrétaire et n'a que très peu de séquelles. Alors, que dire d'autre que foutu détraqué dans l'hôpital? J'espère ne jamais te revoir. Il y a quelque temps, j'ai trouvé un emploi dans un petit hôpital juste à l'extérieur de la ville. J'ai été excité car c'était mon premier emploi qu'on m'offrait depuis que j'avais terminé mes études. Ouais, c'était juste un travail occasionnel, mais j'étais toujours ravi de pouvoir travailler là-bas. Le salaire était très convenable. De plus, c'était l'endroit où je faisais mon stage. La plupart du temps, je faisais des quarts de 12 heures, de 7h à 19h. Parfois, on me donnait les quarts de 15h à 23h. Je m'en fichais beaucoup. J'avais l'habitude de travailler tard dans mon précédent travail. Mais je devais faire beaucoup plus de voyagements pour rentrer chez moi. Et les quarts de travail tardifs sont généralement très lents. C'était une autre raison pour laquelle je ne les aimais pas trop. Il y avait aussi le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans le personnel et je me sentais un peu seul. En règle générale, le quart de 15h à 23h avec 4 infirmières, un administrateur, qui était moi, et le médecin d'urgence. Et c'était tout. Maintenant, étant dans un petit hôpital, des choses assez étranges arrivaient certaines fois. Des personnes ne pouvaient pas se rendre jusqu'à l'hôpital de la ville, et de ce fait nous devions faire venir l'hélicoptère d'urgence de temps en temps. J'ai vu des choses terribles comme des familles entières mourir d'accidents sur la route de campagne. J'ai même vu des gens amener des animaux en désespoir de cause, car il n'y avait pas de vétérinaire à proximité qui était ouvert. Cette nuit-là, vers 22h, j'étais assis et je parlais avec l'un des infirmiers à propos du dossier d'un patient. Mais bon, je perdais surtout du temps jusqu'à ce que je puisse rentrer à 23h. L'hôpital était calme et je n'ai vu que peu de cas à gérer durant mon quart. Je me souviens que je mangeais mon yaourt, et c'est là que j'ai entendu un bruit étrange venant des portes principales. J'ai vu un homme marcher vers nous. Au premier abord, il avait l'air plutôt normal, malgré le fait qu'il avait un long manteau. Ce qui était étrange car c'était le milieu de l'été, et même s'il faisait sombre, il faisait encore relativement chaud. L'infirmier à côté de moi soupira et se leva pour aller aux toilettes, me laissant m'occuper de notre nouvelle arrivée. À mesure qu'il s'approchait, le son étrange devint de plus en plus fort, et je remarquai qu'il traînait quelque chose derrière lui. Je ne pouvais pas vraiment voir ce que c'était, mais je supposais que c'était un truc de métal par le bruit que ça faisait. Ça me donnait froid dans le dos. Il s'est arrêté juste devant le bureau, et j'ai pu voir que ses yeux étaient écarquillés et ses pupilles dilatées. Son visage était pâle, et il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis un bon moment. J'avais vu ce look plusieurs fois, et je l'ai immédiatement associé à quelqu'un qui était en plein état psychotique causé par un hallucinogène quelconque. Lorsque des gens comme ça arrivent, ils veulent généralement de la drogue. La plupart du temps, ils se plaindront d'une migraine ou d'une fibromyalgie, ce dont nous ne pouvons pas prouver le contraire. Je l'ai traité comme je traite chacun des cas comme le sien, et j'ai remarqué qu'il devenait de plus en plus irritable avec le temps. Finalement, j'ai fini de remplir sa paperasse, et je l'ai dirigé vers la salle d'attente. Il a demandé combien de temps cela durerait. Sachant que le médecin de garde avait fait une petite pause, je lui ai dit que cela prendrait environ une demi-heure. C'est alors que son comportement a drastiquement changé. La colère sur son visage était évidente. Alors qu'il s'éloignait, j'ai eu un aperçu de ce qu'il traînait, et j'ai réalisé rapidement que c'était une hache. J'ai paniqué, j'ai presque lancé une alerte sur mon pager, mais je ne voulais pas qu'il s'en rende compte. J'ai discrètement appelé la police sur mon téléphone portable, et j'ai couru dans le couloir pour signaler aux infirmières que nous avions un problème. La police venait de la ville, et ça leur prendrait au moins 20 minutes pour arriver. Bien sûr, nous ne voulions pas nous approcher de lui. Il était grand, musclé, et surtout armé. Même tous combinés, nous n'aurions probablement aucune chance. Je suis retourné calmement à la réception,
et j'ai appelé le médecin en lui demandant de m'appeler. J'ai attendu et attendu, mais je n'ai jamais eu de réponse. J'ai vu l'homme devenir de plus en plus agité, et bientôt il a commencé à crier et à demander de l'aide. Je me suis caché ne voulant pas qu'il revienne vers moi. Nous avons élaboré un plan pour l'enfermer dans la salle d'attente. Le verre est renforcé, et les portes sont extrêmement lourdes. Cela devrait donc le retenir jusqu'à l'arrivée des policiers. Le plan s'est déroulé sans accroc, jusqu'à ce que l'homme se rende compte de ce que nous avions fait. Il a commencé à crier et à lancer les chaises dans la pièce. Il était seul, donc nous n'avions pas à nous soucier qu'il fasse du mal à personne. Mais c'est là qu'il a commencé à utiliser sa hache sur la porte. Je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie. Et ce qui a rendu la situation encore pire, c'est qu'il commençait à passer au travers de la porte. C'est à ce moment-là que le médecin arriva par la porte d'entrée de l'hôpital. Il nous a tous vus blottis derrière le bureau et a rapidement pris la situation en main. Après avoir obtenu toutes les informations nécessaires auprès de nous, il a disparu vers l'arrière de la salle d'urgence. Il a profité du fait que l'homme était focusé sur la porte pour le plaquer au sol alors que ce dernier ne le regardait pas. Il lui a ensuite attaché les mains avec des câbles, puis il s'est assis sur son dos jusqu'à l'arrivée des flics. J'étais tellement reconnaissant d'avoir un médecin qui faisait des arts martiaux à mon hôpital. J'adore faire du shopping. C'est facilement une des choses que je préfère. Le week-end dernier, j'ai décidé de rendre visite à mon centre commercial préféré. Chercher une nouvelle paire de jeans car mon ancien était beaucoup trop usé. Ce qui s'est passé par la suite était entièrement ma faute. Vraiment, c'était de ma faute. J'étais tellement absorbé par mes emplettes que j'ai trébuché sur les pieds d'un grand gaillard. Je me suis immédiatement excusé. Mais ce dernier ne semblait pas trop phrasé par mon action. En fait, il avait l'air assez amusé. Je supposais que c'était parce que mon visage avait pris une teinte rouge vite suite à ma maladresse. Après m'être levé et avoir tenté en vain de retrouver ma contenance, j'ai jeté un coup d'œil à l'homme que j'avais accidentellement bousculé. Il avait l'air d'avoir dans la trentaine. Il était très grand et avait les cheveux noirs en désordre. J'ai supposé, vu comment il était habillé, qu'il devait travailler dans un bureau. Il y a une chose qui m'a frappé dans son apparence. Ses dents. Ces dernières étaient blanches nacrées et d'une perfection que j'avais rarement vue, sauf dans un commercial de dentifrice. Mon auscultation ne devait pas être subtile, car après cela, il me sourit avec encore plus de ferveur. Je m'excusai et m'éloignai de lui. Il y avait encore plusieurs magasins dans le centre commercial que je voulais visiter pour m'acheter des paires de jeans. Peut-être que cela me ferait passer le goût aigre de ma maladresse. J'ai fini par aller dans 3 autres magasins avant de trouver le jeans parfait. Alors que je me tenais à la caisse prêt à acheter mon jeans, j'ai constaté que la vendeuse me faisait un sourire. Et je l'ai vu sourire également à quelqu'un derrière moi. J'ai tourné la tête et j'ai vu l'homme que j'avais bousculé me regarder sans ciller. Un large sourire collé sur son visage. J'ai tressailli et j'ai demandé à la femme depuis combien de temps il était là. Elle a dit qu'elle l'avait vu me regarder depuis mon entrée dans le magasin et avait supposé que ce dernier m'attendait. Je me demandais s'il m'avait également suivi dans les autres magasins, mais je n'y avais pas vraiment prêté attention. J'ai acheté les jeans et je sortis lentement du magasin. Je sentais son regard posé sur moi par-delà la vitre du magasin. Dès que je suis sorti, il s'est dirigé vers moi. J'ai rapidement traversé un groupe de personnes et me suis précipité vers les portes de sortie, priant pour qu'il ne m'attrape pas avant d'arriver à ma voiture. Je tâtonnais mes poches pour trouver mes clés. Je maudissais d'avoir des poches de pantalon si serrées. J'ai pratiquement sauté de joie quand ma main s'est finalement refermée autour du métal tranchant de ma clé. Au moment où j'ai déverrouillé la porte de mon véhicule, j'ai vu la porte du centre commercial s'ouvrir. L'homme en sortit, mais fut momentanément aveuglé par la lumière du soleil. Il plissait les yeux et sourit quand il me vit sortir du parking. Je devais passer à côté de lui pour sortir, vous voyez. J'ai accéléré et vérifié 3 fois que mes portes étaient bien verrouillées avant de me préparer à passer devant cet effrayant étranger. Alors que ma voiture était à environ 1 mètre du gars, il a souri de son sourire atrocement parfait. Il a ensuite enfoncé une de ses mains dans sa bouche
et sortit un ensemble complet de prothèses dentaires. À ce moment-là, je l'ai entendu crier quelque chose. Il a ensuite jeté sa prothèse contre ma voiture. Je ne sais pas à ce jour ce que cet homme voulait, et franchement, je ne veux pas le savoir. Je ne suis pas retourné dans ce centre commercial depuis, et je n'ai pas l'intention de le faire. Je suis un adolescent chétif, qui a l'air assez blasé la plupart du temps. Ce qui fait en sorte que quelquefois je fais des rencontres bizarres. Mais cette fois-ci, c'est à un tout autre niveau, même pour moi. J'étais au centre commercial, et dans ce dernier, il y a un magasin appelé Spencer. Pour ceux qui ne le savent pas, ce magasin a des articles de nature assez adultes dans ses produits. Mais bref, je sortais d'un magasin qui était en face de Spencer, et j'ai vu un homme dans la trentaine avec 2 filles de 4 ans y entrer. Je ne connaissais pas le nom de l'homme. Alors appelons-le Psycho. Je voulais uniquement le prévenir, alors je l'ai interpellé. Monsieur? Je ne pense pas que c'est le genre de magasin dans lequel vous devriez amener de petits enfants. Il ne me répondit pas, mais me regardait avec un regard empli de furie. Je m'éloignai un peu par précaution, avant de crier « Couvrez les yeux des enfants au moins, non ?» Je me retournai pour voir sa réaction. Et c'est là que je l'ai vu commencer à courir vers moi. J'ai directement commencé à sprinter pour ne pas être tabassé par un fou furieux. Je tournais la tête pour voir à quelle distance il était de moi, et son visage avait une teinte cramoisie, et son regard était empli de folie. Après avoir parcouru environ 1000 mètres, j'ai remarqué qu'il ne me poursuivait plus. Je supposais qu'il était retourné vers les 2 enfants, mais je me trompais profondément. Quelqu'un avait appelé la sécurité du centre commercial. Il est vrai qu'un homme de 35 ans tentant d'attraper un adolescent, c'est assez suspect. L'endroit grouillait de policiers. Je suis revenu pour voir ce qui était arrivé. La police avait trouvé l'homme, et aux dernières nouvelles, il essayait toujours de me trouver. Ils l'ont escorté hors du centre commercial et je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui par la suite. Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé avec les enfants qu'il avait avec lui. Bref, un homme a essayé d'amener ses enfants de 4 ans dans un sex shop et m'a poursuivi à travers le centre commercial parce que je l'avais prévenu. Il y a environ 2 ans, j'ai travaillé dans un cinéma à l'intérieur d'un centre commercial. J'ai vécu des tonnes d'expériences étranges avec des clients, mais celle-ci est de loin la meilleure. J'avais 20 ans à l'époque. Ce gars faisait plus de 6 pieds, il était dans la quarantaine, et un terme pouvait le décrire parfaitement. Massif. Mais malgré sa taille, une autre chose ressortait. Son expression. Ce dernier avait toujours une expression stoïque bizarre sur son visage. On aurait dit un zombie. Il venait environ 1 fois par semaine. Un de mes collègues m'avait même prévenu de rester vigilant avec cette personne. Mais je le traitais avec toujours autant de respect que n'importe quel client. Un jour, alors qu'il était entré, j'ai discuté un peu avec lui. Mais bon, la conversation est rapidement devenue gênante, et j'ai essayé de mettre un terme à celle-ci. J'essayais d'avoir l'air occupé en étiquetant des objets derrière le comptoir. Mais il restait là en silence, à m'observer. Cela a bien duré 20 minutes, et après cela, il est finalement parti. Quelques jours plus tard, il est revenu, traînant un grand pot avec lui. Il m'a juste dit « Tiens, j'ai fait 4 livres d'enchiladas à la maison aujourd'hui, juste pour toi. Je me suis souvenu que tu aimais la cuisine mexicaine. » Je ne me souvenais pas du tout lui avoir mentionné que j'aimais ça. Mais bon, je mangeais au resto mexicain en face du cinéma à chacune de mes pauses. Peut-être qu'il m'avait vu là-bas. J'ai poliment accepté son étrange cadeau, et je l'ai mis dans l'arrière-boutique. Il est difficile d'exprimer avec des mots le malaise que j'ai ressenti ce jour-là. Mais bon, quelques jours plus tard, il est revenu, et cette fois il avait un dessin pour moi, d'un dragon. Maintenant, j'aime les dragons, je les adore même, mais je suis à 300% sûr que je lui ai jamais dit cela. Ce dessin était magnifique, et semblait avoir pris des heures à faire. À ce stade, j'étais un peu paniqué. Je lui ai dit de le laisser sur le comptoir, ne sachant pas trop quoi en faire. Après cet événement, j'étais quelque peu secoué.
Mais heureusement, cet événement est arrivé quelques jours avant ma semaine de congé. Je me suis reposé au maximum durant cette dernière. Mon premier jour de retour au boulot était avec mon manager. Je lui ai dit tout ce qui s'était passé avec le mec, et à voir son expression, je voyais qu'elle était alarmée. Quelques minutes plus tard, et je voyais le mec en question se promener rapidement dans le centre commercial. Mon manager m'a dit que je devais faire un rapport à la sécurité du centre commercial. Je suis donc allé directement au bureau pour faire mon rapport, et nous avons parcouru toutes les vidéos des caméras où le gars est venu me rendre visite. Il y avait une vidéo qui se démarquait vraiment. J'ai encore des frissons dans tout mon corps rien qu'en y pensant. La vidéo le montre se stationner dans le parking du centre commercial, et environ 3 minutes plus tard, j'arrivais à mon tour. C'était vraiment tôt le matin, et aucun client n'était encore là. Sur la vidéo, il est clair que je n'ai pas du tout remarqué l'homme. Je me voyais marcher vers l'entrée, et lui me suivant. Au moment où j'ouvrais la porte d'entrée, il a commencé à sprinter vers moi. Je suis entré juste à temps. La vidéo le montre s'arrêter et se tenir juste devant la porte, me regardant à travers la vitre marcher plus loin. Je ne l'ai jamais remarqué derrière moi. C'était comme regarder la dernière séquence avant un enlèvement. La vidéo a donné à la sécurité toutes les raisons de lui interdire l'accès au centre commercial. Ils m'ont informé plus tard que lorsqu'ils ont fait une vérification de ses antécédents, ils ont remarqué que ce dernier avait 4 chefs d'accusation pour agression.